Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouveau podcast de Hockit en collaboration avec DM Bike. Je suis en compagnie de Julien Dosti. Comment ça va mon ami? Hey, ça va très bien Jason. Excellent. Avant de commencer, j'ai entendu dire que tu allais avoir une collaboration avec quelqu'un de la France. Eh ouais, nos amis français. Ouais, en fait, un gars, Chris, un gars spécialisé en suspension, qui travaille pour une compagnie là-bas, et il design des suspensions, un gars qui s'y connaît assez pas mal. Notre histoire est quand même assez drôle là, parce que la façon qu'on s'est connus, tu sais, quand on dit que des fois là, faut être capable là, être capable de se parler, je pense que on en a eu une belle preuve là. Moi et Chris, on s'est pogné un peu sur Facebook, on a eu des échanges assez tendus pour finalement être capable de se reparler en privé, discuter, arriver à s'entendre, puis maintenant, ben, on va collaborer. Donc, Ok, ben c'est le fun ça, tabarnouche. ouais, tout ça a parti comme, pas d'une chicane, là, mais d'une espèce de... Ouais, une argumentation quelconque. Là. Ouais, argumentation assez solide pour finalement en arriver à une belle collaboration. Donc, présentement, là, Chris est en train... je dois lui donner le crédit, là, c'est en train de nous écrire beaucoup d'articles que, bon, je vais remettre un peu à la sauce québécoise parce que on se le cachera pas parfois. C'est un petit peu... Pas que c'est difficile à lire, là, mais les termes français sont pas les termes québécois. Ouais, Donc, je vais nous organiser ça pour que ça soit très bien compréhensible, mais... Mais tu sais, je veux dire, quand c'est écrit pneu, on comprend, même si on dit des tires, tu sais. Fait que je pense qu'on est correct quand même. Sauf que dans les termes techniques de suspension, eux autres, des fois, ils ont certains termes là, que tu fais comme... Ouf, j'ai aucune idée ce que ça veut dire. Donc, je vais arranger ça pour que ça soit assez facile à comprendre, mais c'est vraiment un réel plaisir de travailler avec lui, c'est vraiment cool. Puis là, vous allez dans le fond et vous allez écrire des articles généraux ou plus focus sur les suspensions? Focus sur les suspensions, surtout au départ, c'est le sujet sur lequel on traite. Et je dois vous dire qu'on on commence vraiment par la base et on va rentrer dans du gros technique sale, comme on appelle. Donc, il y en a qui vont... il y en a qui vont être très intéressés, d'autres qui vont complètement être perdus. Mais le but, c'est de vous donner... Moi, je suis intéressé, mais tu vas me perdre pareil. Le but... En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que ça va être plus par écrit, que vous avez des articles écrits? Oui, okay. Ça va vraiment être par écrit. Éventuellement, possiblement qu'on va peut-être pouvoir l'avoir avec nous dans nos podcasts. Là, c'est quelque chose qu'on a déjà... regardez, c'est sûr que ça va être possible de faire à ce niveau-là. On va regarder ça, mais au début, là, ça va vraiment être par écrit. Puis l'objectif, c'est comme toujours de vous donner la meilleure information possible sur le fonctionnement des suspensions, puis comment ça marche et tout. Que c'est là-dessus qu'on planche actuellement. Wow! En tout cas, j'ai très très hâte de lire ça. Bravo! Puis écoute, c'est prendre une expansion comme ça, c'est toujours le fun et puis c'est intéressant. Fait que, écoute, bonne chance à vous deux là-dedans, puis j'ai hâte de voir ça. Fait que, aujourd'hui, là, on a un podcast bien spécial. On va vous faire une rafale de questions que beaucoup de gens se posent. Peu importe qu'on ait l'expérience ou pas, on a toujours des questions. Il y a toujours des choses qu'on se dit, ouais, mais j'ai-tu le droit de faire ça? Ben, on va en parler aujourd'hui. Première question, mon Julien, là. J'ai-tu le droit de mettre mon vélo à l'envers pour le ranger? La réponse, c'est oui. Il n'y a absolument rien qui peut briser sur un vélo si votre vélo est à l'envers. Même que de virer un vélo à l'envers, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est bon pour les seals de la suspension. Parce que sur vos fourches, souvent, il y a des petits ports de transfert qui font en sorte que l'huile à l'intérieur des lowers vont aller imbiber les seals. Donc, ça peut même être bénéfique de faire ça. Donc, en aucun cas, ça peut absolument rien briser, tant au niveau des suspensions que au niveau des freins. Cassez-vous pas la tête avec ça. Seul petit bémol que j'aimerais ajouter, les suspensions Boss ne peuvent pas être virées à l'envers pour certains modèles. Bon, je connais à peu près personne au Québec que ça, mais je voulais juste donner la petite parenthèse pareil, là, au cas où quelqu'un y aurait des suspensions Boss et qu'il nous écouterait.
OK. Puis, en même temps, on s'en va vers la prochaine question, mais le fait de virer un vélo à l'envers. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais ça fait remonter des bulles d'air dans les freins puis tout ça. Si tu revires ton vélo de bord puis ça prend 3-4 coups là, à pomper, là, c'est parce qu'il y avait déjà une bulle d'air. Oui, c'est ça, exactement. Et là, Exactement. je m'en vais vers la prochaine question avec ça. On va pouvoir en parler. J'ai-tu le droit de bleeder mes breaks sans avoir un kit professionnel? Oui, oui, effectivement. Écoutez, il existe des super de bons kits sur Internet. Personnellement, là, le kit que j'utilise, j'ai acheté ça sur le net, sur AliExpress. J'ai payé ça 20$ il y a 8 ans. Et ça fait très très bien le travail. J'ai jamais eu de problème. Et des breaks, j'en ai bleedé de toutes les sortes et j'en ai bleedé vraiment plusieurs. L'important, c'est pas mal plus la technique qu'on utilise que le kit en lui-même, là. À moins que votre kit, là, genre les rings de caoutchouc de votre kit soient finis, etc. Mais Ouais. sinon, là, il n'y a pas besoin d'un kit professionnel à 300$ pour être capable de faire une bonne job de break. Ben, même encore sur un kit, là, les petits adapteurs, les petits adapteurs que tu visses après ton caliper, là, ou Ouais, ta manette, là, c'est des O-rings. Si est fini, tu le changes, là, ça coûte une scène un O-ring. Là. exactement, c'est en plein ça. Okay. Puis les kits maintenant là, travaillent vraiment très bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. Si vous savez comment bien faire le bleed de vos freins, vous allez arriver à un bon résultat, je vous le garantis. Fait que pas obligé d'acheter un kit à 100$, là. Ça sert à rien. Non, non, c'est pas besoin d'aller jusque-là pour vos petits bleeds personnels à la maison. C'est sûr que si vous faisiez des bleeds dans une shop 40 heures par semaine, ben c'est sûr que le kit à 150-200$, il facilite la vie, mais pour l'utilisation à la maison, c'est pas obligatoire. Vous n'arriverez pas à un meilleur résultat parce que vous avez un kit à 500$. Parfait. Prochaine question. J'ai-tu le droit de mixer les composantes de drivetrain? Euh, Ça dépend quoi. Mm-hmm. Dérailleur, manette, non. Ça, faut que ça vient au monde ensemble, ça doit rester ensemble. Au niveau de la marque, pas au niveau du modèle. Okay. Donc, SRAM avec SRAM, Shimano avec Shimano. Le reste, au niveau des modèles, vous pouvez mélanger XX1 avec NX, avec GX, avec XO1. Vous pouvez tout mélanger ça ensemble. Là. Le modèle change rien, on doit juste garder la même marque. Pour ce qui est cassette chaîne, ça, vous pouvez prendre la marque que vous voulez. La seule chose qui est à respecter, c'est le nombre de vitesses. Mm-hmm. Si j'ai du 11 vitesses, ben, il faut que j'achète tout en 11 vitesses. Le seul petit bémol, c'est que le nouveau Shimano 12 vitesses, la chainring demande une chaîne Shimano absolument. OK, fait que tu peux pas avoir un chainring excuse, dans le sens où là, ça te prend absolument un chainring Shimano pour pouvoir rouler du 12 vitesses. Peu importe que ça soit du 12 vitesses Shimano ou SRAM en arrière. Non. En fait, c'est que si j'ai un drivetrain Shimano avec un chainring Shimano, ça me prend une chaîne Shimano. Ah, la chaîne, OK. Sinon, si j'ai un chainring autre, ben à ce moment-là, je peux mettre une chaîne SRAM ou KMC. Il y a juste avec okay. il y a juste avec Shimano que tu as comme un petit détail là que c'est pas aussi universel par exemple. OK. Fait qu'en général, là, si je décide de changer mon chainring pour... de toute façon, regarde, Absolute Black, par exemple, vend des chainrings, puis ça fait sur tout. Là. Voilà, faut juste exactement. choisir le bon là, par rapport à ce que tu as comme guérage, mais il marche avec tout. Fait que c'est la preuve que c'est interchangeable. Hein. Et voilà. Bon, parfait. Prochaine question. J'ai-tu le droit de mettre des pads semi-métalliques sur n'importe quel rotor? Ouais, oui et non. Il y a certains rotors qui sont résine only. Donc, juste pour les pads de résine. Sinon, pour le reste, vous pouvez mettre du semi-métallique puis du métallique sur n'importe quel caliper ou disque. Aucun problème avec ça, même résine. À part les disques qui sont identifiés résine only et que c'est écrit sur le disque, aucun problème avec ça, vous pouvez mettre les pads que vous voulez. Fait que si c'est pas écrit resin only, c'est correct. Ouais. Bon, parfait. Prochaine question, parce que ça c'était clair comme de l'eau de roche. Prochaine question. J'ai-tu le droit de mettre de l'huile à bébé dans mes breaks? Au niveau de l'huile minérale, l'huile minérale, l'huile à bébé minérale, écoutez, est-ce que ça fonctionne? La réponse, elle est oui.
Est-ce que c'est sécuritaire? Ben, on sait pas trop. Parce que, en fait, c'est en termes de points d'ébullition, en termes aussi de durabilité dans le temps. Parce que, bon, les huiles minérales ont des additifs qui vont se détériorer avec la température. Donc, au niveau de l'huile minérale pour bébé, c'est quoi les additifs qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que ça amène à ce niveau-là? Fait que c'est sûr que si je mets de l'huile minérale pour bébé, dans le parking, ça va fonctionner. Est-ce que j'utiliserais ça en downhill? Je pense pas. Fait que tu sais, quand tu y penses, l'huile minérale pour bébé, on s'entend qu'il y a moins d'additifs qu'une huile minérale qui sert à aller dans ton moteur de char. Pourtant, c'est de l'huile minérale. Ouais, ben c'est ça. Chaque huile a ses résistances de température, il y a la viscosité, il y a plein de choses. Là, on parle pas nécessairement de viscosité pour des freins, mais ça fait partie d'un tout. Faut pas négliger que l'huile à bébé, c'est très raffiné au point où c'est de l'eau, c'est transparent. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça que, personnellement, je peux pas conseiller ça, mais absolument pas. Par contre, je peux pas nier que oui, ça fonctionne. Ouais, d'un point de vue c'est vrai que ça fonctionne. Oui, ça marche. Puis ça brise rien. Okay. De mettre de l'huile à bébé dans ses breaks, là, ça brise absolument rien. La seule chose, c'est que non, je vous conseillerais pas de faire ça. Ouais. Donc, c'est plus une question de propriété mécanique que de fonctionnalité pure et simple. Là. C'est ça. Bon, parfait. Prochaine question. J'ai-tu le droit de mixer les huiles DOT et minérales dans les freins? DOT et minérales, l'huile DOT et minérales, non. Ça se mélange juste pas. Point final. Pour l'huile DOT elle-même, est-ce que je peux mélanger les huiles DOT? La réponse, c'est oui. Je conseille pas vraiment de mélanger les huiles DOT parce que vous allez influencer au niveau la sensation de vos freins, etc. Par contre, c'est important de savoir que oui, ça se mélange parce que si, mettons, exemple, il arrive quelque chose avec vos freins et que vous n'êtes pas à la maison, vous êtes en voyage et que là, vous devez faire un bleed de vos freins, une purge, whatever, et que vos freins sont à l'huile DOT 4 et que vous avez juste de la DOT 3 ou de la DOT 5.1, ben oui, vous pouvez la mettre à l'intérieur de vos freins. Ou oui, vous pouvez mélanger les huiles. Exemple, je sais pas, moi, avant une course de downhill, vous remarquez que votre manette est molle. Là, vous êtes sur de la DOT 4, vous avez juste de la 5.1 disponible. Ben oui, il n'y a pas de problème. Bleeder que la 5.1, ça se mélange, il n'y a pas de trouble avec ça, là, vous endommagerez rien avec ça. Mais est-ce que, à long terme, mettons, en arrivant là, chez nous, après cette journée de course-là, ou mon urgence que j'ai eue à la trail, puis j'ai pas eu le choix, est-ce qu'il faut que je repurge puis que je mette ce qui va dedans originalement, ou bien je peux laisser ça de même? Tu peux laisser ça comme ça parce que ça brisera rien. C'est juste que tu vas un peu influencer la sensation de tes breaks. Fait que si tu mets tes breaks sur de la DOT 4, ben t'es peut-être mieux de purger pour remettre complètement de la DOT 4 pour conserver le feeling que t'aimais. OK. Mais ne jamais mélanger minéral et DOT. Non, jamais. Puis, et en aucun cas, de mettre de l'huile DOT dans un frein conçu pour l'huile minérale. Ça, c'est parce que ça c'est corrosif? Exactement. Vous allez défaire l'intérieur du frein et vous allez complètement... Vous allez tuer votre frein, en fait. Tu vois bien que je t'écoute pendant nos podcasts parce qu'on en a parlé d'un premier podcast. Ouais. Je m'en rappelle encore. Par contre, je pourrais mettre de l'huile minérale dans un frein conçu pour de la DOT. Ça, il n'y a pas de danger que ça. Bizarrement. Hein? OK. Ouais. Mais envers quel matériau c'est plus corrosif de l'huile minérale? De l'huile. Voyons laquelle qui est corrosive? L'huile DOT. Ouais, c'est ça. Quel matériau ça bouffe, ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Je te dirais que je peux pas dire quel matériel précisément que c'est plus corrosif, mais en fait, c'est que au niveau des joints de caoutchouc, ça va assécher les joints. C'est ce que ça va faire. Un peu comme du gaz. Hein, tu sais, du gaz, là, ça finit par assécher le plastique. Ouais. L'huile DOT fait un peu le même principe dans les freins. OK, les roses sont pas faites du même matériel. Non, c'est pas tout à fait pareil à l'intérieur. Et l'huile DOT, si vous échappez ça sur de la peinture lève. Oh, c'est le fun. Ouais, ça va faire écailler la peinture. OK. Ça va complètement gruger. Ah ouais, OK. Ben, bon.
Dans le fond, même les diluants qu'on utilise sont à base de pétrole. Donc, ouais, c'est ça, exactement. Il doit avoir une composition qui fait que ça bouffe, là. OK. Ouais, c'est exactement le même. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas en échapper partout. Parce que, tu sais, sur vos suspensions et tout, ça va laisser des marques, ça va laisser des traces. OK, bon, mais faire bien attention à ça. OK, on passe à la prochaine question? Yes, sir. OK. Alors, j'ai-tu le droit de mettre une chaîne 11 vitesses sur une cassette 12 vitesses si c'est tout ce que j'ai? Ben, en fait, ça devrait pas vraiment bien fonctionner parce que la largeur des mailles sur une chaîne 11 vitesses n'est pas du tout la même que l'espace sur une cassette 12 vitesses. Fait que c'est vraiment une question de largeur de maille dans le cas des vitesses. Donc 10 vitesses, 11 vitesses, 12 vitesses. Le pas des mailles est la même. Ouais. Par contre, la largeur est pas du tout la même. Ben, c'est sûr que si on prend une cassette 12 vitesses qui a la même épaisseur qu'un 11 vitesses, on s'entend que l'espacement entre les gears est pas le même. Mais pourquoi la chaîne 12 vitesses marcherait pas sur une 11 si elle est plus mince? En fait, pourquoi on peut mettre une chaîne 12 vitesses sur du 11 vitesses, c'est que la chaîne, elle va fonctionner. C'est juste qu'elle va être comme... Elle va avoir un lousse. Fait que l'espacement là, pour être capable d'embarquer sur les gears, là, il va y avoir comme trop d'espace. Ça va nuire à vos changements de vitesse. Par contre, si vous êtes dans l'arbre, vous avez rien que ça, ben, je présume que ça devrait réussir à fonctionner. Là. Ouais, au moins temporairement. Bon, vous devriez être capable de vous rendre à la maison, mettons. OK, bon, tant mieux. Disons-le comme ça. OK, bon, ben, prochaine question. J'ai-tu le droit de mettre une manette 12 vitesses sur un dérailleur de 11 vitesses? Puis est-ce que ça va garder le shifting correct? Admettons, je change aussi ma cassette en arrière, là. OK? J'avais un 11 vitesses, je me dis, je mets une manette 12 vitesses puis je change ma cassette, mais moi, je veux garder mon dérailleur. Ça se fait-tu? Non. Parce que les ratios de déplacement sont pas les mêmes. Fait que une manette 12 vitesses donne pas le même ratio de déplacement qu'une 11 vitesses ou qu'une 10 vitesses. Fait que non, ça fonctionnera pas bien. Fait que c'est vraiment la manette qui décide même de la distance que le dérailleur bouge en largeur. Là, oui, en fait, c'est la manette qui décide de ça, carrément. Et comme je vous dis encore une fois, c'est pas que vous serez pas capable de vous rendre à la maison, sauf que vous aurez vraiment pas un shifting optimal. Là. Faites pas ça. Faites pas ça en pensant faire un upgrade. Là. Mais c'est pas. Ouais, c'est ça, exactement. T'sais, si tu fais l'upgrade, il faut que tu changes de dérailleur aussi. Tu peux pas garder ton dérailleur. Non. OK, fait que c'est ça l'idée, là. Parce que des fois, on se dit, ah, j'ai un deal, j'ai trouvé ça. Ça arrive, là. De trouver un bon deal, mais ce que ça implique aussi, c'est que, ah ouais, mais là, il faut que je change aussi mon dérailleur. Fait que si tu rendu un bon deal ou pas, laisse-la à quelqu'un d'autre. Hein? C'est en plein ça dans ce moment. À ce moment-là, c'est peut-être pas tant un bon deal. Ben, prochaine question. J'ai-tu le droit de clamper mon frame sur un support? Non. Tu t'exposes à des risques de briser ton frame. Parce que, bon, sur un frame d'alu, tu peux risquer de le poquer. Sur un frame de carbone, tu peux risquer de créer une délamination à l'intérieur. Donc, des fois, tu le verras pas visuellement, mais à l'intérieur du frame, ça peut avoir délaminé, puis ça peut créer des cassures par la suite. Fait que visuellement, ça paraît pas, mais à l'intérieur, il s'est passé quelque chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour beaucoup de vélos, là, même en aluminium, là, les tubes, là, ils ont moins de 1 mm. Là. Ils peuvent avoir jusqu'à 0.4 mm d'épaisseur. My God, c'est quelque chose. C'est mince comme du papier, mais pour une machine qui est faite pour supporter un gars de 180, 200, 220 livres, puis faire des jumps, puis tourner, puis pogner des bosses, c'est surprenant que ça soit fait avec du matériau si mince. En fait, ok, c'est parce que c'est à cause de la forme du tube. Ouais. C'est ce qui fait que c'est solide. Et le vélo, il est fait pour manger des impacts par la fourche ou par la roue arrière. Il est pas fait pour être compressé en un point là, dans une clame de support. Là. Fait que c'est normal que si vous serrez trop fort, que vous écrasez le tube, il est pas fait pour résister à ça. Fait que c'est pas fait pour ça. Fait que c'est normal que ça fonctionne pas bien. Là. Ben, allons-y avec une prochaine question d'abord. J'ai-tu le droit de faire ressouder un frame en aluminium qui a craqué? Oui et non. En fait, c'est que la très grande majorité des frames d'aluminium
vont passer à un procédé thermique par la suite. Donc, si vous n'êtes pas en mesure d'être capable de reproduire ça, ben, les chances que vous réussissiez à avoir un frame solide par la suite sont quand même relativement faibles. Je dis pas que ça se fait pas, c'est juste que vous aurez jamais la solidité de la structure que vous aviez avant. OK. OK. Mais tu as déjà dit que le carbone se répare encore mieux que l'aluminium. Oui, le carbone se répare quand même relativement facilement et j'ai vu beaucoup de frames en aluminium complètement irréparables parce que ils ont poqué, croché, etc. Alors qu'en carbone, ça serait facilement réparable. Fait que, contrairement au mythe, un frame de carbone, c'est plus réparable qu'un frame d'aluminium. Mais là, ce qui me fait peur, moi, là, c'est que, admettons, je suis en train de rider, je tombe, puis mon frame en aluminium, il y a une poque sur le top tube causée par une roche. Ouais. Là, y a-tu scrap ou bien je peux rouler, là? Ça dépend de la profondeur de la poque. Tu peux rouler, c'est juste que tu viens d'affaiblir ta structure. Fait que ça se peut que, à un moment donné, tu fasses une bonne drop qui plie. Oh. Puis là, les compagnies d'assurance, pas les compagnies d'assurance, pardon, les fabricants, là, avec leur garantie, ça va jusqu'où, ça? Ça dépend des compagnies. Il y a des compagnies qui sont plus open que d'autres. Fait que ça dépend de la marque que vous avez. Il y a des compagnies que c'est très facile d'avoir un vélo sous garantie. Il y a d'autres que, en bon français, c'est un chiard. Donc, ça dépend de la marque que vous avez. Ça dépend du rep. Ça dépend de la shop. Ça dépend de bien des facteurs qui font en sorte que comment fait le suivi, l'ouverture de la compagnie, etc. OK. Prochaine question. Là, on a je dirais, oui? Juste rajouter, oui. De cet incite, on peut ajouter aussi la disponibilité des cadres. Ouais, effectivement, c'est pas facile ces temps-ci, là. Mais on va souhaiter que le marché redevienne un peu plus facile d'accès à ceux qui cherchent des vélos neufs. Ouais. En attendant, prenez soin de vos machines, hein. Prenez-en soin. Oui. Parce que trouver des composants en ce moment, là, c'est vraiment pas facile, là. Même un dérailleur est dur à trouver. Donc, un peu de maintenance, un peu tous les jours, un peu toutes les semaines, ça va loin en termes de je vais rouler cet été. T'sais. C'est en plein ça. Puis, notre dernier podcast traitait justement sur l'entretien qu'on peut faire à la maison de façon plus quotidienne pour allonger la durée de nos pièces. Oui, ben stratégiquement, en tout cas, tu viens de renvoyer les gens à notre podcast d'avant. Là. Hey, t'es un génie, toi. Alright. Prochaine question en lien avec le clamping sur le frame. Là, on le sait tout, c'est sur le seat post qu'on se clampe. Donc, on étend notre dropper au maximum, puis on se prend sur le stanchion. On fait attention de mettre guenilles, ici, ça. Mais est-ce que le poids du vélo sur le stanchion du dropper, est-ce que ça va le maganer? En fait, OK, dis-toi OK, que quand t'es toi assis sur ton bicycle, tu pèses pas mal plus que ton bicycle. Donc, non, il n'y a pas de risque. T'as pas pesé mon bicycle, toi, hein? non, mais je comprends. Donc, finalement, il est capable de supporter des poids bien plus élevés puis des impacts bien plus élevés que d'être pendu par là. Oui, c'est ça. Exactement. Au niveau du dropper, là, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Si vous pouvez éviter de vous clamper après le stanchion du dropper et de vous clamper sur la partie solide en dessous, c'est juste que vous évitez de potentiellement graffiner le stanchion. Oui, parce que là, ça peut être grave, parce que là, ça va maganer les seals, puis là, il va commencer à couler, puis c'est ça, là. C'est ça, exactement. Fait que c'est juste la petite chose qu'on peut éviter là, à ce niveau-là, mais sinon, il n'y a pas de risque. Là. Mais vraiment, là, faire attention de bien nettoyer les clamps. Si possible, mettre un tissu très très propre, peut-être. Ouais, ça peut, ou quelque chose ça comme peut jamais faire de tort, Jason. OK. Mais en fait, je peux-tu aussi pendre mon vélo par le siège pour l'entreposer? Oui, tant que le dropper est en full extension, aucun problème. Parfait. Prochaine question. Je peux-tu mettre un rotor 203 mm si les specs sur mon vélo ou ma fourche disent que c'est maximum 180, par exemple? Non. Oh. Pour la simple et bonne raison que, de un, le frame va avoir des specs maximum en termes de grosseur de rotor. Mm-hmm. Et pour la fourche, je pourrais pas mettre un disque de 220 mm sur une Fox 32, par exemple.
Parce que, en fait, je peux carrément scraper la fourche. C'est-tu parce que le fait que c'est plus gros, il y a une torsion plus importante sur le point d'attache, puis que là, ça peut péter? En fait, c'est surtout sur l'intérieur. Vous allez scraper vos bushings. Vous pouvez vraiment tordre la fourche, là. Parce que pas là, le ratio, là, le bras de levier que ça donne, là. Ouais. Sur un petit tension de 32 mm, là, ça fait beaucoup de force là, appliquée. Surtout si on met un 220 mm, souvent c'est parce qu'on va faire de la descente. Donc, c'est vraiment, vraiment pas conseillé. On peut carrément scraper une fourche en faisant ça. Ouais, mais d'un point de vue purement mécanique, là, si ça prend moins de force pour freiner avec un rotor plus gros, pourquoi est-ce que ça applique plus de force sur, sur la structure elle-même de la fourche? Ça prend moins de force de freinage au niveau des freins. Par contre, le bras de levier, pour te freiner, l'énergie que ça prend est la même. OK. OK. Ça répond à ma question. Même chose pour en arrière. Donc là, moi, si c'est Exact. écrit maximum 180, là, je peux pas aller plus haut. Non. Bon, fait que pour ceux qui, des fois, se disent OK, ben je vais changer mes rotors pour mettre plus gros, faites-le seulement si les specs de votre fourche ou de votre cadre le permettent. Voilà. Parfait. Alors, je reviens mon carnet de bord puis on s'en va avec la prochaine question. J'ai-tu le droit de laver mon bike avec un pressure washer, une laveuse à pression? En fait, théoriquement, les gens disent non. Par contre, les tests que j'ai vus disent que, ultimement, ça change pas grand-chose. Par contre, la chose que je voudrais amener comme nuance, c'est que la machine à pression va souvent, faire en sorte que ça va pas rien scraper sur le cadre. Mm-hmm. Ce que ça va faire, c'est que la pression va faire en sorte que vous allez soit carrément retirer la graisse de vos bearings. Ou donc, pousser la chenoute dedans. Exactement, ou pousser la chenoute dedans. Donc, c'est pour ça que c'est pas vraiment à conseiller, parce que, écoutez, vous allez plus vous nuire que d'autres choses. Puis, écoute, il faudrait que votre vélo soit encrassé en tabarslack pour avoir besoin de la hausse à pression pour laver ça, là. Ouais, c'est juste d'après. Écoute, moi je l'ai toujours lavé juste avec la hausse normale, puis c'est bien en masse. J'ai jamais vu une tache de boîte rester là, tu sais. Ben, c'est Après ça. ça, je prends mon éponge, je le lave, il est bien correct, là. Donc, c'est juste des fois, il y a des gens qui pourraient se dire, ouais, mais ça va bien plus vite. Oui, ça va bien plus vite. Oui, ça nettoie plus en profondeur, mais quoi? Colin, ta boîte, elle va pas plus loin que ton cadre. Mais là, c'est sûr que si tu commences à pousser sur tes bushings, puis tout ça, puis tes pivots de suspension, tu risques d'envoyer beaucoup plus de dommages qu'autre chose dedans. Là. Mais, En fait, c'est que oui, ça va plus vite sur le coup. Donc après ça, faut que tu passes 1 heure pour démonter le bike pour tout l'engraisser. Mais là, j'ai vu que Mokoff avait sorti un mini compresseur. Là. Ça a l'air que c'est bien le fun à utiliser. Là. Ouais, je serais curieux d'utiliser ça. Sauf que à 400$ pour le kit, faut quand même vouloir. Faut quand même vouloir. Ouais, non, c'est quelque chose, hein? Ouais. Ben, écoute, je pourrais changer mes breaks peut-être. Bah, ben écoute, regarde. Rendu là, moi, j'ai aucun problème avec ça. On met assez d'argent sur nos machines là que. Ah oui, c'est juste, c'est toujours une question de préférence, de budget, de goût. C'est en plein ça. C'est libre à tous, là. On juge pas, c'est juste que tabarnouche, ça fait cher pour une petite machine de même. Ben écoutez, ça a sûrement été conçu pour justement rien endommager, puis que ce soit la pression parfaite, puis pouvoir vraiment bien décrasser quand même. Donc, c'est en plein ça. Il doit avoir quelques mérites, là, cette jolie petite machine rose. Prochaine question. J'ai-tu le droit de mettre n'importe quelle rime sur une fourche différente? Ben, en fait, sur ton une vélo, roue, on parlera pas du rim, on va parler du hub, là. Ouais, ben, en fait, tu peux mettre n'importe quelle roue de ton bicycle sur ton vélo. Je veux dire, tant que tu respectes les specs, le diamètre, la largeur du hub, la largeur du rim, en termes, si on prend, mettons, le 27,5 plus, 29 plus, dans ces types de dimensions-là. Mm-hmm. Mais sinon, tu peux mettre n'importe quelle roue sur ton bicycle. Tant que ça respecte les specs, il n'y en a pas de trouble. Mais c'est parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que, par exemple, sur une fourche RockShox lyrique,
je pourrais pas nécessairement mettre mon hub dessus à l'endroit où tu mets où tu fixes ta roue, là. Sur le hub, direct. Ouais, ben, c'est pour ça que je parlais des specs. Mm-hmm. En termes de l'axe, QR15, Ouais. est-ce qu'il est boost, pas boost? Ouais, on s'entend, on reste dans le boost, là, ok? Mettons, là, on est dans le boost, là. Moi, je m'achète un set de roues, puis mon hub, oh my god, il fit pas sur ma fourche. Hey, là, je suis mal pris, là. Ben, en fait, s'il est boost, ça va fitter. C'est juste la grosseur de l'axe. 9 ou 15 mm rendu là. Ouais. Pour ça que je dis que c'est important que la roue respecte les specs de la fourche ou du cadre. C'est juste ça que tu as à respecter. Outre ça, tu peux acheter n'importe quel set de roues tant qu'il respecte les specs, pas de trouble. Puis là, ben, j'ai une question pour toi. Juste pour le fun, là. Qu'est-ce qui fait que sur ma fourche 29, je peux pas mettre une 27,5 à rente? Il reste de la place? Si je veux convertir mon bike en 27,5, pourquoi je peux pas? Le problème, ok, c'est que tu vas abaisser ton vélo de 15 mm si ma mémoire est bonne. Mm-hmm. 15 mm plus bas, je sais pas si tu le sais, là, mais tes pédales vont accrocher à terre. Ah oui, ok. Mais c'est pas d'abord par rapport à un aspect mécanique de la chose. C'est vraiment pour le fait que ton bottom bracket va baisser. Ben, en termes, tu briseras rien à faire ça. C'est juste que la dynamique de ton vélo va complètement être changée. Mm-hmm. Parce que là, ton chainstay, ben, en termes de distance de dégagement et tout, il pourrait être potentiellement plus court. Là, il va être plus long. Mm-hmm. La roue va être comme déportée. L'autre chose aussi, c'est que au niveau de la dynamique de ton bike, ben, tu vas assurément changer beaucoup de choses. Là. Des roues de 27,5, ça roule pas pantoute comme des 29. Mm-hmm. Fait que, oublie pas que ta géométrie est adaptée pour du 29. Fait qu'en mettant des 27, eh boy, tu risques de voir une méchante différence. Mm-hmm. Je conseille pas vraiment de faire ça parce que tu vas carrément défaire un peu la géométrie de ton bike. Au même titre que de juste changer ta potence, ça change le comportement en tabarouette, là. Ouais, effectivement, c'est juste que là. Courte, là, c'est le mouvement du bike qui va se tirer. Une potence plus longue prend un peu plus d'input de guidon. Tu sais. Ça change le comportement. Fait que de fait de changer les roues, oui, il y en a qui se font des setups mullet. J'imagine que il doit avoir certains avantages, mais si ta géométrie n'était pas faite pour ça, c'est juste que ton vélo, il va se comporter différemment. Ouais, c'est ça. Si ta géométrie n'est pas faite pour ça, en fait, c'est que ça sera pas positif comme move. Il y en a qui le font pareil et qui ont bien du fun, ça a l'air. On peut pas nécessairement dire que c'est mauvais. Il y en a qui doivent remarquer que le derrière est plus joueur un peu puis ils doivent aimer ça. Je sais pas. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est problématique? Non. Mais est-ce que c'est réellement si positif que ça comme move sur un bike qui est pas fait pour ça? J'en doute très fortement pour être bien franc. Encore une fois, c'est bien subjectif. Hein? Ouais, c'est sûr. Mais là, c'est parce que là, on tombe dans un domaine où c'est pas nécessairement que mécanique. Je veux dire, on a déjà roulé avec des maudites vidanges, là, on s'entend-tu, là? Ouais, c'est sûr. Tu sais, avec les bikes modernes, là, tu peux faire, d'après moi, des modifications comme ça, puis sûrement retirer un certain plaisir, là. Oui. Au niveau du plaisir, c'est sûr que oui, là. C'est moi, on s'entend, là. Je m'affaire plus à l'aspect de la dynamique optimale du bike, là. Ouais, c'est ça, parce qu'il est conçu pour rouler avec ci ou ça, tu sais. Fait que là, il y a une trolley de bikes qui vont s'en venir avec des setups mullet de base, faites pour ça. Ils sont rendus même avec des triangles que tu peux changer en arrière pour switcher d'un à l'autre. Ouais. C'est quelque chose, là. Ça va être le fun tantôt, là. Fait que, c'est sûr qu'à un moment donné, j'aimerais ça essayer ça. J'en ai pas fait l'expérience, mais j'aimerais ça. Yes. Prochaine question. J'ai-tu le droit de nettoyer mes breaks au complet, genre pad et rotor, avec du brake cleaner? Oui, tu peux faire ça. C'est pas dommageable. Tu briseras rien à faire ça. Puis, mais est-ce que le brake cleaner peut bien nettoyer mes pads s'ils ont été contaminés ou est-ce que c'est mieux de prendre de l'alcool? En fait, c'est que dépendamment des marques de brake cleaner, il y en a qui vont laisser un espèce d'enduit qui va un peu nuire par la suite. Fait que l'alcool, elle, ça s'évapore. Puis, fait que c'est pour ça que l'alcool... Tu sais, je commencerais... Pour moi, là, le brake cleaner, c'est en dernier recours. Quand vraiment, là, j'ai essayé plein d'affaires, ça marche pas, le brake cleaner, c'est comme pas mal mon ultime solution. Mais quand je peux l'éviter, je le fais. Ben, dans ce cas-là,
Avant de tomber dans le brake cleaner, on va y aller avec une autre question vraiment pertinente avec ça. J'ai-tu le droit de sabler mes plaquettes ou mes disques? Le sablage des disques, complètement inutile. Ah ouais? Ouais, point barre, il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus. Donc, c'est-à-dire que si j'utilise un papier avec un bon grit, là, puis que je fais exprès là, de faire que la surface soit plus rude qu'avant, ça va pas créer une plus grande friction avec le pad puis breaker mieux? Ça, là, Ouais, écoute, ça va faire ça tout le premier kilomètre que tu vas rouler, puis c'est tout. Après ça, c'est fini. Ça sert absolument à rien de faire ça. Parce que dans le fond, tout ce que ça fait, c'est que ton pad, lui, anyway, il va juste se bouffer plus vite, puis il a la même surface de friction pareil. C'est en plein ça. Bon, fait que ça sert à rien, c'est ça que tu me dis? Non, ça sert à rien de sabler un disque. Ok. Pour les pads, là, écoute, c'est vraiment là une solution ultime là, genre dernier recours, t'as tout essayé, puis là, tu t'es rendu là. Mais m'a dit qu'il faut vraiment que ça soit dernier recours parce que quand tu vas sabler, les chances que tu sables complètement à droite sont faibles. Là, tu veux créer un angle dans ton pad ou tu vas le mettre plus rond, puis ça va te nuire lors du freinage. Okay. Honnêtement, là, faut vraiment être rendu en dernier recours pour faire ce genre d'affaires-là. Puis rendu là, pour vrai, là, comparativement au prix de n'importe quoi dans le monde du vélo, on s'entend que les pads, c'est quand même pas ce qui est le plus cher. Là. Mais m'a dit, quand t'es rendu là, c'est parce que tu veux vraiment les sauver. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, t'as aussi bien d'échanger. Hein. Ben, si t'en as pas... Ben, en fait, je réponds à la question pour... Si t'en as pas d'autres, pis tu veux aller rouler, tu peux t'essayer puis le faire. Ouais, parce que des fois... c'est pas grave. Tu briseras rien à faire ça. C'est ça. Des fois, t'y trouves pas, t'as pas le temps de niaiser avec ça. Bon, tu peux quand même essayer là, de les sauvegarder. Là, mais moi, mettons qu'ils sont contaminés, là, je sais pas, j'ai échappé de l'huile dessus en huilant ma chaîne. Là, whatever. J'y ai touché. Passe-le aux torches. Passe-le aux torches. Ouais, mais si j'ai pas de torche, prends-tu un lighter ou ben je fais quoi? Ah oui, écoute, tu peux même les faire bouillir, tu peux les mettre au four à 425 si tu veux. Écoute, la seule affaire, c'est les pads en résine que tu peux pas faire. Les pads en résine contaminés, il y a à peu près rien à faire. Oh. Mais des pads en métal, tu peux passer ça aux torches, tu peux sacrer dans le feu si ça te tente. Il faut que tu brûles le contaminant à l'intérieur. OK. Tu peux mettre un peu de brake cleaner dessus, t'allumes ça avec une allumette, hein, salut bye. Pour vrai? Ça flambe en tabarcelac d'ailleurs. Mais ça va brûler le contaminant. Puis... ça va brûler le contaminant, il devrait être correct. Là. Ah ouais, pour vrai? Bon, ok. Oh, oui, puis l'isopropyl, l'alcool à friction pour nettoyer, c'est correct? Ah, ça c'est la meilleure affaire que tu peux pas avoir. Ok, fait que tu frottes un peu, là, that's it. Ouais, tant que c'est noir, tu frottes. Ah, ok. Fait que là, quand c'est rendu couleur métal, là, tu sais que ton pad il est clean, tu le réinstalles, t'as-tu besoin de le rebéder ou tu peux juste rouler quelques kilomètres puis ça va être correct ou... Théoriquement, t'as pas besoin de le rebéder si ton bedding a bien été fait au départ. Pour ceux qui, dans le fond, pourraient se demander c'est quoi ça, le BD, en fait, peux-tu nous l'expliquer en 2 secondes d'écart? Ouais, en fait, en gros, c'est que il y a une procédure de rodage des plaquettes quand on met des nouvelles plaquettes sur un disque. Là, je veux pas embarquer là-dessus parce qu'on est déjà rendu à 40 minutes de podcast. Il y a rien là. Mais si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous écrire, à m'écrire, poser des questions sur les groupes, mon groupe Facebook de DM Bike. Ça va me faire plaisir de vous répondre là-dessus. Mais il y a une procédure de rodage des plaquettes très importante si vous voulez avoir le rendement optimal de vos plaquettes sur vos freins. Excellent. Bon, fait que là, ça ouvre la porte à des questions si vous en avez. Prochaine question. J'ai-tu le droit de mélanger les marques de scellants? Idéalement, non. Parce qu'ils peuvent interagir entre eux. OK. Fait qu'ils ont pas tous à peu près la même formulation chimique? Ben, c'est pas tout pareil. Fait que... je te dirais que... je peux pas te confirmer à 200%, genre, mélange pas, mettons, du Mucoff avec du Orange Chill ou du Stan parce que ça va faire telle affaire. Par contre, je peux pas te certifier que ça va bien fonctionner. Fait que, assure-toi juste donc de prendre toujours le même. Et d'ailleurs, pour être bien franc avec vous autres, moi, quand j'utilise un scellant qui fonctionne bien, j'utilise toujours le même. Personnellement, c'est du Orange Seal. Plus difficile à trouver un peu. Le Mucoff travaille vraiment, vraiment très bien. Fait que moi, je ne jure que par ces deux-là. Si vous avez le vôtre, tant mieux, utilisez-le. Mais moi, c'est les deux que je conseille. Et voilà. Parce que je te dirais que j'ai manqué un peu de scellant, puis je passais dans un bike shop en vélo, puis j'ai acheté une bouteille un peu différente. J'en ai rajouté, j'ai pas eu de trouble. Mais à long terme, est-ce que ça va être bien grave? Je pense pas.
Mais En est-ce fait, que c'est leur efficacité qui va être affectée? Est-ce qu'un va rendre l'autre plus liquide? On ne sait pas. Là. Mon Jason, c'est que si jamais tu fais un flat, est-ce que ça va aussi bien travailler boucher le trou que si t'avais le même type de scellant à l'intérieur? C'est ça que je sais pas. Ce que je peux te dire, c'est que si ça explose, là, il va y avoir une coupe de couleurs qui vont sortir de là. Ça va être bien beau. Prochaine question. J'ai-tu le droit de sabler puis repeindre un cadre de vélo? En fait, cadre de carbone, tu risques de faire quelque chose de problématique. Il faut vraiment que tu fasses affaire à un professionnel. Okay. Cadre d'aluminium, un peu plus facile. Tu peux le faire, ça, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle-tu de sandblast ou juste sabler ou juste primer, peindre ou bien on parle de powder coating? Là? Ben, en fait, ok, il y a des compagnies vraiment spécialisées dans la peinture de cadre. Je pense à Exar à Montréal, à Pat Bisson à Québec. Fait que eux autres vont vraiment être capables de vous conseiller par rapport à ça sur la meilleure procédure à faire pour être capable de repeindre votre cadre de vélo. Donc, en gros, la réponse, c'est ça se fait, mais consulter un professionnel. Mais, tu sais, regarde, j'ai déjà repeint un cadre en aluminium, puis j'ai pas eu de trouble, on s'entend-tu, là? Non, c'est ça. En fait, c'est que la réponse, c'est oui, mais. Oui, mais. OK. Oui, mais informe-toi, puis assure-toi de faire ça dans les règles de l'art pour pas justement créer de problème. Parfait. Prochaine question. J'ai-tu le droit de changer le choc sur mon bike? Bah oui. Tu peux mettre n'importe quel choc si ça te tente. La seule affaire, c'est qu'il faut juste que tu respectes les specs du choc. Si c'est un 230, si c'est un 230 par 55, ouais. Tu peux mettre un 230 par 55 de n'importe quelle marque si tu veux. La seule affaire à respecter, c'est que certains cadres qui sont pas compatibles avec des coils. OK. Fait que tu peux pas mettre un coil parce que soit la compagnie va dire, ben moi si tu mets un coil, c'est plus garanti. Pivot, par exemple, si tu mets un coil, plus de garantie sur le cadre. Oh. Et il y a d'autres compagnies que le coil, il passe juste pas dans le frame. Ouais. Puis il y en a d'autres aussi qu'une suspension avec une double cartouche passe pas non plus. Ouais. Faudra juste s'assurer, dans le fond, que ça respecte à peu près les mêmes specs puis que ça fit. Mais là, c'est en plein ça. Moi, ça me réveille, là. Parce qu'à un moment donné, dans un de nos podcasts, on parlait, par exemple, de le type de suspension. Le système de suspension a été conçu pour tel et tel travel de choc parce que les premiers millimètres ou centimètres de travel, de choc, il réagit de telle manière, puis après ça. Mais là, si je passe d'un X-Fusion qui venait stock sur le vélo, puis je me dis, hey, j'ai un deal sur un Fox Float, sur le bon eye-to-eye, c'est de la bonne distance, je peux-tu le mettre dessus, puis ne pas nuire à la performance. Exactement. Ça va fonctionner, pas de trouble avec ça. Okay. Et même que je t'encourage à le faire, tu vas triper. Oh, c'est sûr que je vais le faire à un moment donné, là. Oh. Mais, mais écoute, OK, fait que ça influence pas maintenant, les chocs, on va dire, ils ont une manière peut-être plus uniforme de travailler. C'est pas comme à l'époque. Non, ça va influencer énormément le comportement, la dynamique de ton vélo, mais c'est que ton cadre est compatible. C'est juste qu'après ça, chaque compagnie, ont un feeling différent. Tu sais, du Fox, ça roule pas comme du RockShox, comme du Öhlins, comme du DVO, comme... fait que, tu sais, ça va changer le comportement, mais tu peux le faire sans problème. Puis des fois, c'est aussi une question de durabilité ou de facilité d'entretien ou des choses comme ça. Oh, il y a plein de raisons qu'on peut faire un changement de choc. Prochaine question. J'ai-tu le droit de mettre une fourche avec plus de débattement sur mon vélo? Oui, tu peux le faire, sauf que faut pas t'augmenter trop le débattement. Au-delà de 20 mm, là, c'est très, 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 très risqué de casser le cadre. Ou, l'affaire qui arrive, c'est que ça va influencer énormément le comportement du vélo. Puis pas de façon positive. Là. Si vous mettez une fourche de... Mettons, exemple, si vous aviez une fourche de 140 mm, vous allez mettre une 180 mm en avant de ça. Ouais. Le comportement de votre vélo va être merdique. Fait que ça sera même pas intéressant à rouler. À ce point-là? Ouais. OK. Mais là, il y a les angles. Admettons, j'en pogne une avec le même travel, mais l'angle de fourche est légèrement différent. C'est comme le offset, là. Ouais, en fait, c'est sûr que le offset vient
vient jouer à ce niveau-là. Là. Ça, j'ai un article là, juste là-dessus. Vous expliquez c'est quoi l'influence du offset puis qu'est-ce que ça change là-dedans. Mais si on s'affaire juste au débattement, 10 mm sans problème. 20, on commence à jouer avec le feu un peu. Au-delà de 20, pensez-y pas. Mais là, la qualité de la suspension qu'on met dessus aussi, peux-tu faire que malgré la nuance de géométrie, je vais avoir plus de performance pareille? Ou si je prends une fourche de meilleure qualité, mais elle a 30 mm de plus, ça fait beaucoup, c'est ça? Ouais. Au niveau du nombre de millimètres, au-delà de 20 mm, oubliez ça. Par contre, au niveau de la qualité de la suspension, mettons exemple que j'ai une fourche bien de base et que je m'en vais m'acheter mettons une Fox 36 Factory, ok? Ben, à débattement égal, vous allez avoir une fourche qui va être plus performante. Fait que vous n'êtes pas obligé d'augmenter le débattement. Juste de changer la fourche pour une plus performante va déjà être un énorme gain en soi. Fait que des fois, il faut voir un peu là qu'est-ce qu'on. Puis il y a la raison aussi du pourquoi on veut plus de débattement. Tu sais, une suspension bien setupée va être pas mal plus performante qu'une suspension avec plus de débattement. Fait que dans le fond, comme on en a déjà parlé, le réglage de la suspension, ça vaut de l'or. Tu sais que depuis qu'on a fait ce podcast-là, en fait, moi, j'ai appliqué justement ce que tu m'as dit. J'ai mis plus d'air en arrière dans mon choc. J'ai ajusté mon sag comme il faut. Mon rebound. Puis honnêtement, c'est plus le même bike, là. C'est terrible la différence que ça a fait. Pour vrai, là. Je l'ai senti, je l'ai vu. Je me suis vu flyer, là. Ça n'a pas de sens. Parce que j'ai l'impression que, tu sais, bon, il en manque un peu, j'ai l'impression. J'ai été un peu plus dur. En fait, j'ai réglé mon sac vraiment selon les principes que tu m'as dit, quitte à rajouter 20 livres dedans, là. OK? Ouais. Puis après ça, j'ai joué avec mon rebound. Puis honnêtement, mesdames et messieurs, là, pour ceux qui viennent de s'acheter un vélo de montagne, faites cet ajustement-là au plus vite. Parce que si vous aimez déjà le vélo de montagne comme là vous allez l'aimer encore plus parce que vous allez ressentir la performance, là. Ce que c'est censé être pour vrai, là. Yes. Faites-le. Comme Julien l'a dit l'autre fois, jouez avec les pitons. Exactement. Prochaine question. J'ai-tu le droit de mettre des pneus plus larges sur mon bike? Moi, là, c'est écrit max 2.6. Mais quand je regarde, je me dis, il en reste de la place. Je pourrais mettre un 2.8 plus 16 là-dessus, on dirait. Là, il y a de la place. Est-ce que je peux? En fait, la réponse, c'est oui et non. C'est que tu vas mettre le tailleur, il va passer dans le frame, sauf que quand tu vas aller rouler, il va se mettre à frotter. Parce que faut pas oublier une chose, c'est que c'est pas parce que votre tailleur, il frotte pas sur le stand, que quand vous allez rouler, là, votre roue, elle se déforme. Hein. La roue, elle bouge, là. Elle reste pas droite, la roue, là. Fait que ça va faire en sorte que le tailleur, il va aller frotter sur le cadre. Et moi, là, j'ai même déjà vu quelqu'un avec un frame de carbone scraper son frame de carbone parce que le tailleur a frotté sur le chainstand en arrière, puis ça a mangé le frame. À ce point-là? À ce point-là. Wow. OK. Fait que faut vraiment pas négliger qu'est-ce qu'un tailleur peut avoir comme effet en frottant sur un cadre. Et là, j'ai l'impression que tu me parles de torsion de la roue. La roue, là, évidemment, elle, on la regarde, elle est droite. Mais quand on roule, on met un poids dessus, elle tourne à une vitesse, puis on tourne. Ce qui fait qu'elle a un mouvement, elle va flexer. Puis si elle baisse en bas, elle bouge en haut aussi, là. C'est en plein ça. C'est forcément ça qui arrive. La roue, là, sans que vous vous en rendiez compte, là, elle fait un peu un S quand vous vous promenez. Là. Quand vous rentrez dans un rock garden, là, la roue, là, elle se promène en S sur le cadre. Si vous pouvez aller voir des vidéos YouTube au ralenti là, de gars sur la World Cup, là, vous allez voir quand ils rentrent dans les rock garden, là, le roue, là, ils font des gros S, là, c'est vraiment impressionnant à voir. Ah, ouais. Pourtant, quand ils arrivent en bas de la piste, la roue est bien droite. Ah, wow! Mais c'est d'où l'importance aussi du comportement. Quand on upgrade nos roues, là, dans le fond, là, c'est là que aussi tu peux sentir vraiment la différence. Puis, exactement. Je remarque aussi, tu as mis une vidéo très intéressante ce matin en date du 30 avril qui démontre l'influence de l'emplacement du poids sur une roue. Les deux roues sur un petit rail avaient des contrepoids qui étaient placés, un plus proche du centre et l'autre plus loin du centre. Ouais. La roue qui a
les poids plus au centre du cercle, on va dire, de la roue, là, plus vers le milieu, accélèrent plus rapidement. Pourtant, ils ont le même poids. Donc, ce qui fait que l'emplacement du poids sur une roue fait une différence sur la performance totalement. C'est-à-dire qu'une roue en carbone, par exemple, va être plus légère, mais elle a aussi des propriétés de structure qui font qu'elle va réagir différemment. Est-ce que ça en fait le meilleur choix ou est-ce qu'il y a des roues en aluminium qui peuvent aussi te procurer ce genre de performance-là? En fait, en termes de comportement, je vous inviterai à lire mon article Carbone versus aluminium au niveau des roues. Okay. Je détaille bien un peu les différences de dynamique de comportement. Mais pour répondre à ta question, oui, il y a des roues qui vont me permettre, des roues d'aluminium qui vont me permettre d'obtenir des comportements, des rendements similaires dans les deux cas, etc. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Mais effectivement, la dynamique du poids est tellement important, est tellement négligé, parce que le poids total sur la balance veut tellement rien dire par rapport à comment il est réparti sur votre vélo. Fait que c'est pas le poids total. Une livre de plus ou une livre de moins sur un vélo, ça change absolument rien. Ça dépend comment le poids est réparti. Fait que moi, quelqu'un qui arrive et me dit « Hey, moi, mon bike, man, paye juste 27 livres. » 27 livres, ça veut absolument rien dire. Tu sais, moi, là, quand même bien, ok, que t'aurais un choc avec un coil au centre qui pèserait 29 livres, ça se peut que ton bike veut 29 livres avec une meilleure dynamique et un meilleur comportement que celui que son bike est à 27 livres. Ben moi, je peux te dire que si moi je pesais 27 livres de moins, je monterais pas mal plus vite. Ouais, sauf que toi, tu fais partie de la masse suspendue. Tu fais pas partie du unsprung weight. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait parler, mais le pilote, au final, là, de perdre du poids, bon, c'est sûr que ça aide, en fait, plus à votre cardio et tout, mais au niveau de la dynamique de votre vélo, ça change pas grand-chose. Non, c'est ça. Mais je veux dire, on s'entend-tu que avec la même force que j'ai là, si je perds 30 livres, je vais le voir, mais que je monte une côte. Par contre, c'est ça exactement. Par contre, en descendant, là, le poids de ton vélo, justement, dépendamment de comment il est réparti, s'il est bien réparti, on s'entend-tu que ton vélo va être aussi hot, aussi rapide et peut-être aussi maniable, même s'il est 5 livres de plus qu'un autre? Oui, il peut potentiellement l'être. La preuve, c'est les e-bikes. Les e-bikes descendent aussi bien qu'un pas e-bike, là. Oui, exactement. Les e-bikes sont un excellent exemple parce que le poids du cadre est en bas, en plein centre, et fait pas partie de la masse. Il fait partie de la masse suspendue. Donc, il fait pas partie du unsprung weight. Donc, au niveau de la dynamique, très intéressant comme dynamique. Et c'est ce qui fait que les e-bikes sont très maniables et très intéressants à rouler. Ah! Écoute, j'en ai pas essayé encore. Mais c'est sûr que, bon, là, on parle pas en puriste, là. Je parle juste d'un point de vue de descente, là. Je serais curieux de voir à quel point le poids d'un e-bike fait une différence quand on descend par rapport à un vélo très léger. Je serais curieux d'essayer ça. Ouais, moi tout, je serais curieux de faire le test, voir la différence. En attendant, on fait notre cardio, là. Bon, ben écoutez, là pour le moment, je pense qu'on a répondu à quelques questions. On va vous ouvrir les vannes. Laissez-nous savoir c'est quoi vos questions, vos interrogations. Donnez-nous vos j'ai-tu le doigt. Et on va probablement vous revenir avec des podcasts portant sur le même thème. Je pense que c'était très intéressant. Est-ce que, Julien, tu as d'autres questions qui te sont venues à l'esprit pendant qu'on se parlait? Écoute, je pense qu'on va laisser la chance aux gens de nous poser des questions. Puis on va se laisser la chance aussi de passer à un prochain podcast parce que, écoute, on va faire quasiment un podcast d'1 heure cette fois-ci. Plus que ça va, plus qu'on allonge. Hein. Ouais. Mais c'est pas grave. Écoute, je pense que les gens étaient intéressés par toutes ces questions. J'ai-tu le droit de faire ci, j'ai-tu le droit de faire ça. Donc, mais je vais nous laisser la chance de pouvoir en faire un deuxième prochainement. Ben, c'est excellent. Julien, je te remercie infiniment. Puis, mesdames et messieurs, merci d'être là avec nous. On est vraiment content de vous aider. Là. Peu importe, ne vous gênez pas si vous avez des questions. On est là. On est content de vous avoir parmi nos auditeurs. Yes! Merci, Julien. Hey, salut, Jason. À la prochaine.